Salut, chers amis. Bienvenue sur notre chaîne passionnante et captivante. Commençons. Tout au long de l'histoire, le monde a été témoin d'une pléthore de tricheurs qui ont dévoilé des capacités extraordinaires et fantastiques en matière de tromperie, d'éloquence et de mensonge. Cependant, certains d'entre eux se sont distingués en vendant des illusions à un degré stupéfiant. Un individu en particulier prend la vedette dans l'épisode d'aujourd'hui, un personnage qui a repoussé les limites de la raison et de la rationalité. Il maîtrisait 5 langues à la perfection. Il a adopté 45 identités différentes, sans effort. Il a vendu une boîte magique qui générait de la richesse pour des dizaines de personnes. Et, étonnamment, il a vendu la tour Eiffel 2 fois. Il a été arrêté à plusieurs reprises, mais a réussi à s'échapper de prison en attendant son procès. Mais, son histoire a finalement connu une fin tragique derrière les barreaux. Qui était cet homme énigmatique? Comment a-t-il développé ses compétences en matière de tromperie et de fraude? Et quelle a été la conclusion de son récit? Restez à l'écoute, mes amis, car nous plongeons dans l'histoire complète. Début, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de la partager avec vos amis. Assurez-vous également de vous abonner à la chaîne pour rester à jour avec nos derniers contenus. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Patreon via le lien dans la description, ce qui nous permettra de continuer à vous proposer du contenu captivant et novateur. Votre soutien fait toute la différence pour nous. Viktor Lustig et les débuts. Viktor est né en République tchèque le 4 janvier 1890, au sein d'une famille modeste. Dès son plus jeune âge, il a pris la décision de ne pas vivre dans la pauvreté comme ses proches. Il s'est rapidement passionné pour les tours de passe-passe utilisés par les magiciens avec les cartes à jouer. Maîtrisant ces tours de cartes, il a transformé cette fascination de l'enfance en une profession de dextérité. Il a quitté l'école et s'est aventuré dans les salles de jeu, où il a appliqué ses compétences en dextérité et en tromperie même dans les jeux de hasard. À l'âge de 20 ans, il avait déménagé à Paris, où il a perfectionné son art du vol de rue avec finesse et agilité. Finalement, il a jeté son dévolu sur les paquebots quittant la France pour New York, inaugurant une nouvelle ère de tromperie. À cette étape, il a adopté le nom de Viktor Lustig. En réalité, personne ne sait si c'était son vrai nom ou simplement l'un des nombreux alias qu'il utilisait. Le comte Viktor Lustig. Parmi les passagers fortunés à bord de ces voyages transatlantiques, le comte Viktor Lustig était un nom à prendre en considération, dégageant une aura d'élégance, d'éloquence et possédant l'apparence élégante qui l'accompagnait. Malgré son jeune âge, il était encore dans la vingtaine, il avait un don pour convaincre les riches voyageurs qu'il était un producteur de Broadway. À cette époque, Broadway était l'un des districts de théâtre et d'art les plus célèbres d'Amérique. Avec son charme raffiné, Lustig persuadait les passagers fortunés d'investir dans des productions musicales à venir qu'il prétendait produire. Beaucoup de ces personnes fortunées versaient volontiers leur argent dans ces entreprises apparemment prometteuses, ignorant le stratagème élaboré qui se déroulait devant eux. Pendant un certain temps, il voyagea entre Paris et New York, continuant à persuader les riches d'investir dans ces entreprises artistiques. Cependant, le déclenchement de la Première Guerre mondiale allait tout changer. Ces voyages transatlantiques devinrent rares, voire pratiquement inexistants, en raison des dangers du voyage en mer pendant la guerre. C'est à ce moment-là que Lustig décida d'employer une nouvelle forme de tromperie. Quel était ce nouveau stratagème qu'il avait concocté? Restez avec nous, chers amis, alors que nous dévoilons ensemble ce récit intrigant. La boîte à argent romaine. Viktor avait pris la décision de rester en Amérique, plus précisément dans la ville de Kansas. Mais cette fois-ci, il n'était pas seul. Il avait trouvé un partenaire nommé Dan Collins. Ensemble, ils avaient élaboré une nouvelle méthode de tromperie. C'était une simple boîte en bois, mais ils l'avaient conçue de manière à ce qu'elle apparaisse comme un complexe mécanisme. Ils prétendaient que cette boîte pouvait dupliquer des billets de banque. Cependant, il y avait une condition, il fallait 6 heures à la boîte pour imprimer un seul billet,
puis elle avait besoin de 12 heures de repos avant de pouvoir en produire un autre. Ils expliquaient le fonctionnement de la boîte à leurs clients, puis demandaient 100 $. Après 6 heures, ils produisaient les mêmes 100 $ que le client leur avait donnés et les lui rendaient. Ensuite, ils prenaient 100 autres dollars qu'ils avaient placés ailleurs précédemment et accompagnaient le client à la banque. La banque les acceptait sans problème, bien sûr, car il s'agissait d'un billet de banque authentique, pas d'un faux. Là, ils offraient aux clients la possibilité d'acheter la boîte pour des milliers de dollars, prétendant qu'ils étaient pressés et ne pouvaient pas attendre 18 heures à chaque fois pour imprimer 100 $. Pendant ces 18 heures, alors que le client attendait de l'argent contrefait, Victor et Dan avaient amplement l'occasion de disparaître. Aucun client n'osait les signaler à la police, car cela équivaudrait à reconnaître une tentative de contrefaçon de monnaie. Victor s'est-il contenté de cela? Bien sûr que non. Restez avec nous, mes amis, pour en savoir plus. Les obligations de la Première Guerre mondiale. En 1922, Victor se rendit à la banque d'épargne américaine dans l'État du Missouri, adoptant une nouvelle identité sous le nom de Robert Default. Il présenta à la banque des obligations financières de la Première Guerre mondiale d'une valeur de 32 000 $ en échange d'un paiement en espèces de 10 000 $. Ces documents étaient des papiers officiels du gouvernement, mais ils nécessitaient du temps pour arriver à échéance. Après que les employés de la banque eurent examiné les documents et confirmé leur authenticité, Victor était dans leur ligne de mire. Mais que fit Victor, mes amis? Le savez-vous? Avec son habileté, Victor parvint à tromper le personnel de la banque et à échanger les documents authentiques contre des contrefaçons au moment même de la livraison. Ainsi, il repartit avec les 10 000 $ en plus des obligations originales. Lorsque la banque découvrit la supercherie, elle engagea des enquêteurs privés pour traquer Victor. Et en effet, ils le trouvèrent dans la ville de Kansas. Cependant, avec son intelligence, Victor les persuada que son arrestation poserait un problème pour la banque. Si cette histoire venait à se répandre, la banque perdrait la confiance de ses clients. La direction de la banque est-elle tombée dans ce piège? Qu'en pensez-vous, mes amis? Oui, ils y sont tombés. La direction de la banque a adhéré à l'argument de Victor, choisissant d'acheter son silence et de garder l'histoire secrète. Ils lui ont donné 1 000 $ sur les 10 000 $ qu'il les avait trompés pour obtenir, ne prenant que 9 000 $ en retour. Avez-vous déjà entendu parler d'un escroc aussi audacieux que lui, mes amis? On dit que Victor a été appréhendé plus de 40 fois par les personnes qui l'avaient escroqué ou par la police, mais à chaque fois, il parvint à échapper aux accusations avec son astuce et son esprit. Après que sa notoriété ait commencé à croître et que sa capacité à tromper s'affaiblisse, Victor décida de retourner à Paris une fois de plus. C'est là qu'il exécuta la plus célèbre escroquerie de l'histoire. Savez-vous de quoi il s'agit, mes amis? Restez avec nous pour découvrir la ruse la plus renommée de la carrière de Victor. La vente de la Tour Eiffel. En 1925, alors que Victor sirotait son café et parcourait le journal, il tomba sur un titre intrigant. Celui-ci annonçait que la Tour Eiffel avait grandement besoin de réparations majeures et que les autorités de Paris se plaignaient des coûts réguliers de maintenance de cette icône emblématique. Il y avait même un sentiment public suggérant qu'elle pourrait être démantelée et vendue comme ferraille. Maintenant, mes amis, cela pourrait sembler être juste un autre article de presse, mais pour Victor, c'était tout sauf ordinaire. Vous voyez, Victor avait une idée plutôt audacieuse, il songeait à vendre la Tour Eiffel. Oui, vous m'avez bien entendu. Vendre la Tour Eiffel. Il décida de contacter secrètement quelques négociants en métaux fortunés. Victor leur dit que le gouvernement avait décidé de démanteler la tour et de vendre les métaux qui la composaient comme de la ferraille. Pour ajouter de la crédibilité à son histoire, il forgea des documents le présentant comme un fonctionnaire gouvernemental corrompu travaillant dans un ministère. Ensuite, il prit contact avec 6 négociants en métaux aisés et les invita à une réunion secrète à l'hôtel de luxe Hôtel de Crillon, l'un des plus grands hôtels de Paris à ce jour. Là, il leur présenta les documents détaillant la vente de la Tour Eiffel,
le tout en se faisant passer pour un fonctionnaire gouvernemental. Il leur annonça que le gouvernement cherchait à se débarrasser de la tour Eiffel et à vendre les métaux résultant de son démantèlement. Il prétendit avoir été chargé de sélectionner l'acheteur le plus approprié, et il leur assura que le gouvernement souhaitait garder l'affaire confidentielle, car elle n'avait pas encore été rendue publique. Pour les convaincre davantage, Victor loua une voiture de luxe et emmena ses négociants en métaux faire un tour autour de la tour Eiffel elle-même. Lors de cette réunion, Victor parvint à choisir sa proie, un négociant en métaux nommé André Bousson. Bousson fut choisi pour plusieurs raisons, principalement en raison de son caractère faible et de sa petite entreprise en difficulté. Cependant, il y avait un obstacle sur la route de Victor. La femme de Bousson avait des soupçons sur toute cette affaire. Pour distraire Bousson, Victor le rencontra en privé et lui avoua être un fonctionnaire gouvernemental corrompu. Il lui offrit de garantir sa sélection en tant qu'acheteur en échange d'un pot de vin. Bousson accepta sans grande hésitation. On dit que Victor reçut une somme totale de 70 000 francs français entre la vente et le pot de vin. Après avoir reçu l'argent, il se rendit immédiatement à Vienne, en Autriche, où il s'installa dans un hôtel et attendit de voir ce qui allait advenir de l'arnaque de la vente de la tour Eiffel. Cependant, aucune nouvelle ni aucun rapport sur la supercherie ne furent jamais publiés. Il est probable qu'André Bousson ait choisi de ne pas signaler l'incident à la police, car une opération de cette nature aurait incontestablement détruit sa société et sa réputation. À ce stade, Victor décida de retourner à Paris et de vendre la tour Eiffel une fois de plus. Oui, mes amis, vous l'avez bien entendu. Il a tenté de vendre la tour une deuxième fois. La même année, Victor retourna à Paris et répéta les mêmes étapes, cette fois-ci avec un nouveau groupe de négociants en métaux. Il sélectionna la bonne personne parmi eux et réalisa la même ruse d'un fonctionnaire gouvernemental corrompu. Mais cette fois, le négociant informa la police après avoir réalisé qu'il était victime d'une vente frauduleuse. Après avoir appris que la police le recherchait, Victor monta à bord du premier navire à destination des États-Unis. Est-ce que Victor s'est arrêté là? Bien sûr que non. Restez avec nous, mes amis, pour en savoir plus. Jouer avec la mafia. Après son arrivée en Amérique, Victor décida de se lancer dans un nouveau coup audacieux. Mais qui serait sa cible cette fois-ci? La victime de Victor cette fois-ci n'était autre qu'Al Capone, le tristement célèbre chef de la mafia de Chicago. Cependant, cette fois-ci, le subterfuge était différent de tout ce qu'il avait fait auparavant. Il s'approcha d'Al Capone et demanda une somme de 50 000 $ pour une nouvelle escroquerie. Victor promit de doubler le montant pour Al Capone et de prendre sa part des bénéfices de l'opération. Étonnamment, Al Capone accepta sa demande et remit les 50 000 $. Bien sûr, mes amis, Victor n'était pas assez fou pour prendre l'argent et s'enfuir, car il savait bien que si Al Capone découvrait sa supercherie, il n'hésiterait pas à le supprimer. Que fit Victor? Victor prit l'argent et le déposa à la banque. Après un certain temps, il récupéra les fonds et informa Al Capone que l'escroquerie avait échoué, et qu'il avait perdu la somme totale de 50 000 $. Mais Victor rassembla tout ce qu'il possédait et emprunta le montant manquant pour rembourser Al Capone en totalité, demandant pardon et compréhension. Al Capone fut touché par ce que Victor avait fait. Il sentit la loyauté et la sincérité chez l'individu qui se tenait devant lui, des qualités qu'il recherchait. Alors, il demanda de l'aide à Al Capone, ayant tout perdu. En réponse, Al Capone lui remit 5 000 $ en signe d'appréciation pour son honnêteté et sa loyauté. La dernière supercherie. La série de tromperies de Victor a continué à travers les États-Unis. En 1930, il s'est lancé dans une opération de contrefaçon, et il avait des partenaires dans cette entreprise. Le premier partenaire était un chimiste nommé Tom Shaw, et le deuxième était un sculpteur nommé William Watts. Cette opération a été tellement réussie qu'ils ont réussi à distribuer plus d'1 million de $ en une seule année. Ils ont habilement introduit cet argent contrefait dans l'économie de l'État, le rendant incroyablement difficile, voire impossible, à suivre, car il se mêlait aux fonds légitimes.
Cela a déclenché une réponse massive de toutes les agences de sécurité de l'État, y compris le FBI. Les enquêteurs et les agents infiltrés ont commencé à dénouer les fils qui pouvaient les conduire aux coupables. Ils ont réussi à retrouver plusieurs personnes utilisées par les partenaires pour diffuser de l'argent contrefait, découvrant même la ruse du coffret d'argent romain. Pendant ce temps, Victor a utilisé le tour du coffret d'argent sur un officier de police corrompu du Texas. Lorsque l'officier a découvert le subterfuge, il n'a pas osé dénoncer Victor. Au lieu de cela, Victor a convaincu l'officier qu'il avait mal utilisé le coffret d'argent et voulait le dédommager. Il a restitué le prix du coffret d'argent et ajouté un supplément en guise de compensation. L'officier de police corrompu a accepté l'offre de Victor. Cependant, lorsque l'officier a tenté de déposer l'argent à la banque, il a été arrêté car l'argent était contrefait. Après avoir été interrogé, il a avoué tout. Cela a conduit à l'arrestation de Victor le 10 mai 1935, en sa possession se trouvait de l'argent contrefait et des outils de contrefaçon. Cette fois, l'intelligence de Victor ne pouvait pas le sauver. Mais pensez-vous que l'histoire s'arrête là? Certainement pas. Les ambitions de Victor étaient loin d'être anéanties par les murs de la prison. L'endroit où il se trouvait en attendant son procès n'était pas une forteresse impénétrable. Il s'agissait simplement d'un bâtiment gouvernemental utilisé pour détenir les prisonniers en attente de leur procès. Pendant sa détention, Victor a remarqué qu'il ne suivait pas le nombre de couvertures distribuées aux détenus. Saisissant cette opportunité, Victor a collecté suffisamment de couvertures pour fabriquer une corde de fortune. Ensuite, le 1er septembre 1935, juste un jour avant son procès, Victor est passé à l'action. Il a réussi à découper les barreaux de fer d'une fenêtre de la salle de bain et à fabriquer une corde à partir des couvertures. Pour ne pas attirer l'attention des passants, il a fait semblant de nettoyer les fenêtres du bâtiment. De cette manière, il a réussi à s'évader avec succès. Cependant, cette fois, le FBI a réussi à l'appréhender seulement un mois après son évasion. Victor a été jugé en novembre de la même année et condamné à 20 ans de prison. Mais cette fois, ce n'était pas une prison ordinaire. Il s'agissait d'Alcatraz, la célèbre prison perchée sur une petite île et considérée comme la prison la plus redoutable d'Amérique à l'époque. Nous aborderons prochainement l'une des histoires d'évasion et de disparition les plus célèbres de cette prison. Victor a passé plusieurs années en prison jusqu'à ce qu'il commence à souffrir de maladies, qui ont été largement ignorées, car on pensait que c'était simplement une autre de ses ruses. Sa vie en tant qu'escroc légendaire a pris fin en 1947 en raison d'une pneumonie. L'histoire de Victor, l'homme qui a vendu la tour Eiffel 2 fois, reste l'un des récits les plus étonnants d'astuces et de tromperies qui ont défié la logique conventionnelle. L'histoire regorge de récits similaires. Que pensez-vous de l'histoire de Victor, mes amis? Connaissez-vous des escrocs de ce calibre? J'attends avec impatience vos opinions et vos commentaires sur ce sujet. Portez-vous bien, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Soutenez la chaîne sur Patreon en utilisant le lien dans la description. Votre soutien fait la différence et nous permet de continuer à partager des histoires intrigantes et nouvelles avec vous. Restez à l'écoute pour la suite, très bientôt.